Le multivers, on a l'impression que c'est de la pure science-fiction, n'est-ce pas? Et pourtant, aujourd'hui, cette idée un peu folle émerge de nos théories scientifiques les plus sérieuses, les plus profondes. Et ça nous amène à nous poser une question, une question absolument vertigineuse. Voilà la question. C'est vraiment le cœur du sujet. Pendant des siècles, la réponse paraissait évidente, non? Bien sûr que notre univers est le seul. Sauf que la physique moderne est arrivée et a tout fait voler en éclats. Toutes nos certitudes les plus ancrées. Quand on lit ça, je parierais ma propre vie. Waouh! Il faut bien comprendre, quand un physicien du calibre d'André Linde dit une chose pareille, on n'est plus dans la simple spéculation. Non, pas du tout. Ça veut dire que cette idée, elle est tellement puissante, tellement ancrée dans des décennies de recherche, qu'elle en devient presque une conviction. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour le comprendre, il faut qu'on remonte un peu le temps, qu'on suive les pistes, et notre tout premier indice, il se trouve au cœur d'une des plus grandes révolutions de la pensée humaine. Imaginez un peu, pendant plus de 1000 ans, ça semblait une évidence absolue. On regarde le ciel, tout tourne autour de nous, la Terre est le centre de tout. Point. C'était l'intuition pure. Et puis, les observations, les données, les calculs, tout ça a commencé à raconter une autre histoire. Une histoire où notre intuition nous jouait des tours. En fait, non, on n'était pas le centre de l'univers. Et c'est ça le point crucial. C'est la grande leçon de cette histoire. La révolution copernicienne nous a appris une chose essentielle, l'humilité. Pour faire de grandes découvertes, il faut parfois, il faut être capable de mettre de côté notre petite perspective humaine, nos intuitions, et juste regarder ce que les données nous disent. Ok, premier indice, se méfier de notre intuition. Gardons ça en tête. Passons maintenant au deuxième indice. Et là, on parle d'un esprit qui a littéralement tout changé, Albert Einstein. Il n'a pas juste découvert une nouvelle loi, il a complètement redéfini notre vision de la réalité. Avant Einstein, on avait Newton. Pour lui, la gravité, c'était cette force un peu magique, invisible, qui tire les objets les uns vers les autres. Mais Einstein arrive et dit « Non, 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 oubliez ça. Pour lui, la gravité, ce n'est pas une force, c'est juste de la géométrie. L'espace et le temps forment un tissu. Mettez un objet lourd dessus, comme le Soleil, et le tissu se courbe. Les planètes, comme la Terre, ne font que suivre ces courbures. C'est tout. C'est radicalement différent. » Et là encore, paf, notre intuition en prend un sacré coup. L'idée d'un espace fixe d'une grande scène de théâtre, faux. L'idée que le temps passe de la même façon pour tout le monde, faux aussi. Tout ça, ce sont des illusions liées à notre expérience de tous les jours. La réalité, la vraie, elle est beaucoup plus bizarre et malléable que ça. Et si on pensait avoir touché le fond de l'étrangeté avec Einstein, on n'avait encore rien vu. Notre troisième indice nous emmène dans un monde complètement dingue. Le monde de l'infiniment petit. Un monde où les règles de notre quotidien volent en éclats. Bienvenue dans la mécanique quantique. Voilà le truc. Dans notre monde, c'est simple. Une balle de tennis, c'est une particule. Le son, c'est une onde. C'est l'un ou l'autre. Mais au niveau quantique, un électron peut être les deux en même temps. C'est une particule et une onde. Du coup, on ne peut jamais dire « l'électron va aller là ». Non, on peut seulement dire « il y a X% de chances qu'il soit là et Y% de chances qu'il soit ailleurs ». On passe d'un monde de certitude à un monde de probabilité. C'est une blague de geek, je sais, mais elle est parfaite pour illustrer ce qu'on appelle le principe d'incertitude. En gros, dans le monde quantique, on ne peut pas tout savoir en même temps. Si on mesure très précisément où se trouve une particule, alors on perd toute information sur sa vitesse. Et inversement, c'est une limite fondamentale de la réalité. Ok, mais alors, comment la nature choisit-elle? Si un électron a 50% de chance d'être à gauche et 50% à droite, qu'est-ce qui le décide? C'est là qu'un physicien, Hugh Everett, a une idée complètement folle. Il a dit « et si la nature ne choisissait pas ?» Et si, à chaque fois, les deux possibilités se réalisaient? L'univers se séparerait en deux. Dans l'un, l'électron est à gauche, dans l'autre, il est à droite. Et voilà, notre premier vrai indice théorique pointant vers le multivers. Alors, résumons. On a deux théories qui marchent du tonnerre. La relativité d'Einstein pour décrire les galaxies, les étoiles, le très grand, et la mécanique quantique pour décrire les atomes, les particules, le très petit. Le problème, elles sont incompatibles entre elles. Elles ne parlent pas le même langage. Et le plus grand défi de toute la physique d'aujourd'hui, c'est de réussir à les faire dialoguer, à les unir. C'est vraiment le Saint Graal, le but ultime pour les physiciens depuis presque 100 ans. Et la candidate la plus sérieuse pour réussir ce tour de force, même si elle est très débattue, c'est ce qu'on appelle la théorie des cordes. L'idée de base est magnifique, vraiment. Elle dit que si on pouvait zoomer sur un électron ou n'importe quelle particule, on ne verrait pas un point, mais une minuscule corde d'énergie en train de vibrer.
Et tout comme une corde de guitare qui vibre différemment pour donner différentes notes de musique, ici les différentes vibrations de la corde donnent différentes particules. Un électron c'est une vibration, un photon c'en est une autre. Tout l'univers serait une sorte de symphonie cosmique. C'est beau, non? Sauf que c'est là que les choses deviennent vraiment folles. Quand les physiciens ont essayé de résoudre les équations de cette théorie, ils s'attendaient à trouver une seule solution, celle qui décrirait notre univers. Mais ils n'en ont pas trouvé une, ni 10, ni 1 million. Ils en ont trouvé ça. Un 1 avec 500 zéros derrière. Un nombre tellement grand qu'il n'a même pas de nom. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'interprétation, c'est que la théorie des cordes ne décrit pas un univers, mais un paysage immense de tous les univers possibles. Chaque solution, c'est comme une vallée dans ce paysage. Une vallée où un univers stable, avec ses propres lois physiques, peut exister. Et notre univers, avec sa gravité, ses particules, ne serait qu'une de ces vallées. Une parmi 10 puissance 500. Et évidemment, une idée pareille, c'est tellement énorme que ça ne peut pas faire l'unanimité. Loin de là. Et ça nous amène en plein cœur du débat qui agite la physique aujourd'hui. D'un côté, il y a les partisans. Pour eux, c'est génial, ça résout un grand mystère. Pourquoi les constantes de notre univers semblent si parfaitement réglées pour permettre l'existence de la vie? La réponse serait parce qu'il y a des milliards d'univers et on se trouve par chance dans l'un des rares où c'était possible. De l'autre côté, les critiques. Ils disent « Attendez une minute, une théorie qu'on ne peut pas tester, qu'on ne peut pas vérifier par l'expérience, ce n'est plus de la science, c'est de la philosophie. » Et ils n'ont pas tort sur ce point. J'adore cette citation de Weinberg. C'est plein d'humour, mais ça montre surtout à quel point cette idée est prise au sérieux au plus haut niveau. On parle de prix Nobel qui débattent de ça. Ce n'est pas une discussion de comptoir, non. C'est un débat fondamental, au cœur même de ce qu'est la physique aujourd'hui. Au final, qu'on y adhère ou pas, peu importe. Le simple fait que nos meilleures théories, celles qui marchent le mieux, nous conduisent sur ce chemin, c'est déjà une révolution en soi. Ça nous force à nous poser des questions fondamentales sur la réalité, sur notre place dans un cosmos qui est peut-être infiniment plus grand, plus riche et plus étrange que tout ce qu'on a pu imaginer. Et une fois de plus, comme à l'époque de Copernic, la science nous rappelle une leçon essentielle, l'humilité.